on va choisir un projet ASP, puis sur Next. Donc, je vais le nommer démo 2 Entity. Et on va pointer le dossier prévu à cet effet sur notre bureau, comme ceci. Fait et parfait. Donc, je vais choisir MT encore une fois et MVC. Donc, si je me souviens bien, la dernière fois, on avait créé des classes entités qui n'avaient aucune relation entre elles. C'est bien ça? Oui, Parfait. oui, c'est ça. Merci. Donc, allons-y. Je vais me créer tout de suite un contrôleur parce qu'on va avoir besoin d'un contrôleur pour tester notre code. Donc, je vais me créer un contrôleur vide. Parfait. Add. Et pendant que mon contrôleur est créé, est-ce qu'on avait eu le temps de voir toutes les opérations CRUD en Link2SQL? Je sais qu'on avait fait des select, on avait fait des insertions, mais est-ce qu'on avait fait des updates et des deletes? Donc, je sais qu'on avait inséré des éléments dans notre base de données, qu'on avait récupéré des éléments dans notre base de données, mais est-ce qu'on en avait effacé et modifié? Non, update et delete, on l'a pas fait. OK, parfait. Donc, on va commencer par ça avant de regarder comment modifier la structure de la base de données et ça va nous rappeler aussi comment créer la base de données au départ. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, allons-y. Aujourd'hui, on va créer une base de données qui va avoir la structure suivante. On va créer on va créer livre, on va créer détail de livre et on va créer auteur. Donc, un livre va avoir une relation 1 à 1 avec un détail de livre. L'idée étant la suivante. Donc, quand je cherche un livre, habituellement, je veux connaître, on peut chercher un livre par rapport à son ISBN ou par rapport au nom du livre. Mais un livre a aussi d'autres informations par rapport à son ISBN, excusez-moi, ou le titre du livre. Mais un livre a aussi d'autres informations qui lui sont associées. On peut avoir, par exemple, le nombre de pages du livre, la description du livre, le genre du livre, le prix du livre. Toutes ces informations pourraient être mises dans la table livre. Sauf que ce sont des informations qu'on regarde peut-être un peu moins souvent. Donc, on va les mettre dans une table séparée et il va y avoir une relation 1 à 1 entre la table livre et la table détail de livre. Ensuite, on va créer la table auteur et on va vouloir démontrer comment structurer une relation 1 à plusieurs entre la table livre et la table auteur. Un auteur pouvant écrire plusieurs livres. Donc, auteur étant du côté 1 de la relation et livre étant du côté plusieurs. Ensuite, on va modifier la structure de notre base de données pour avoir une relation plusieurs à plusieurs entre livre et auteur où plusieurs auteurs peuvent participer ou collaborer pour écrire le même livre et, euh, et un auteur peut toujours écrire plusieurs livres, mais plusieurs auteurs peuvent collaborer à écrire le même livre. Ça va? Donc, ça nous permettra de voir nos trois relations dans une seule histoire. Donc, on va peut-être y aller en trois petits vidéos différents, mais commençons d'abord par faire une petite révision de ce qu'on a fait la semaine dernière pour créer nos fameuses tables à partir de classes entités et pour effectuer nos opérations, nos relations. C'est ça, nos opérations CRUD. Donc, pour créer notre base de données, en fait, il fallait créer des classes entités.
Donc, je vais commencer ici par ajouter un nouvel item. Ce nouvel item va être une classe. Donc, on va aller dans Code, on va choisir classe et allons-y avec livre. Donc, la classe livre qui va devenir la table livre. Donc, pour les opérations CRUD, je vais travailler seulement avec ma classe livre et ensuite, on modifiera la structure de la base de données. Quoique, non, créons détail tout de suite. Donc, je vais créer livre. Je vais y aller tout de suite avec add data code. Je vais dire détail de livre et add juste ici. Ma table auteur cette fois-ci. Parfait. Donc, j'ai 3 classes, mais elles ne sont pas encore des classes entités. Pour l'instant, ce sont des classes C# standard. D'ailleurs, rappelez-moi tout à l'heure, votre camarade de classe Paolo, j'ai oublié, m'a envoyé un lien la semaine dernière qui est assez intéressant. C'est en anglais, mais qui démontre les différences entre le ASP-MVC et le ASP-MVC Core. Donc, je l'ai écouté. C'est très intéressant. C'est un bon complémentaire à ce qu'on voit présentement en classe. Donc, si j'oublie, rappelez-moi, je vais le déposer dans la fenêtre de chat tout à l'heure. Ou sinon, Paolo, merci beaucoup. Tu peux le déposer dans la fenêtre de chat pendant que je fais la démonstration, s'il te plaît. Absolument, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, continuons. Donc, je vais y aller avec ma table livre. Donc, un livre a un ID. Donc, ici, on a plusieurs options en réalité. Le framework utilise certaines règles par défaut pour essayer de deviner comment est-ce qu'on voudrait que la base de données soit créée. Donc, si une des propriétés de notre classe commence par le nom de la classe suivi du mot-clé ID, ou si une des propriétés de notre classe est ID tout simplement, ben, automatiquement, elle va être considérée comme étant la clé primaire de notre base de données. Et en tant que clé primaire, elle sera non nulle et auto-increment. Par contre, on a la possibilité d'avoir du contrôle là-dessus parce que en rajoutant ce qu'on appelle des annotations, les annotations qu'on a déjà vues il y a quelques semaines lorsqu'on regardait la classe HTML Helper qui nous permet de générer du code HTML basé sur une classe C#, on avait déjà vu qu'on pouvait rajouter des annotations dans nos classes pour forcer certains champs de notre formulaire à être required. Pour forcer, par exemple, pour déterminer, par exemple, la plage de chiffres, la plage de nombres qui était acceptable pour un champ de type numérique ou non. Pour spécifier quel pattern était acceptable dans une string en utilisant une expression régulière. Donc, on a des annotations qui sont disponibles dans le package system.componentModel.data annotation et on en a d'autres qui sont disponibles dans system.componentModel.data-annotation.schema. Et une de ces annotations est la notation key pour spécifier qu'une propriété est une clé primaire si jamais cette propriété ne porte pas le nom plus ID ou seulement ID. On a aussi foreign key pour spécifier une clé étrangère. Mais bon, on les utilisera tout à l'heure. Pour l'instant, allons-y avec la méthode, disons, automatique. Donc, prop pour générer mon squelette de propriété. Je vais laisser integer et on va y aller avec livre. Livre quoi? Livre ID. Donc, automatiquement, ceci devient une clé primaire. Si j'avais dit ID, automatiquement aussi, ça aurait été une clé primaire. Ça va? Donc, je vais laisser livre
ID. Oups. Je vais laisser livre ID comme clé primaire. Mais si jamais j'avais voulu faire ceci, prop par exemple, int, et j'avais voulu dire ISBN. Le ISBN qui est le numéro de référence d'un livre. Et j'avais voulu que ceci soit une clé primaire et qu'elle ne soit pas auto-increment, que c'est moi qui la rende chaque fois. Ce que j'aurais dû faire, donc using, une fois, oups, using them, point, component model, point, data annotation et using, on va mettre les deux, system, point, component model, point, data annotation, point, schéma. Donc, dans data annotation, on trouverait des choses comme require. Donc, allons-y. Ah, mon clavier a changé ce matin. Donc, required. Donc, qui rend automatiquement le champ non nul. Ça va? Et ensuite, dans data annotation point schéma, on retrouverait des choses comme qui définit ce champ comme étant la clé primaire. Évidemment, ça ici, je l'enlèverai. Ça va? Donc, si vous avez une propriété que vous voulez utiliser comme clé primaire, mais qui ne respecte pas la règle nom de votre classe suivi de l'ID ou ID tout simplement, mais vous devez le précéder de la notation key et de la notation require. Ça va pour tout le monde? Parfait. Oui. Donc, je vais les utiliser tout à l'heure, ces attributs, mais pour simplifier notre premier exemple, je vais y aller avec les règles de création automatique. Ça va? Donc, ceci va devenir mon ID. Donc, je vais rajouter quelques autres propriétés. Donc, disons prop, une string, et allons-y avec le titre du livre. Donc, ici, titre de mon livre. Parfait. Et mettons le prix. Ici. Hop. Allons-y avec un... pour tout ce qui est une valeur numérique, on a tous l'habitude d'y aller rapidement avec des doubles, mais en .NET, le type de données le plus précis et recommandé pour représenter des valeurs monétaires est en fait le type de données décimale. Donc, je vais y aller avec décimale ici et ça va être mon prix. Parfait. Donc, j'ai ma table ici, ma table livre, et on travaillera sur auteur. Pardon? On n'ajoute pas l'auteur, le nom de l'auteur? Non, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, pour le premier exemple, pour tester les opérations CRUD, je vais tout simplement travailler avec la table livre comme ceci. C'est juste pour montrer comment faire des select, insert, update, delete. Et ensuite, on va modifier la structure de notre base de données en rajoutant auteur, en rajoutant détails de livre et en créant les relations entre eux. Okay. Ça va? L'idée ici est que quand vous travaillez de manière itérative, en faisant les analyses UML que je vous ai initié à faire, une classe ou une table dans la base de données, sa structure va être modifiée chaque fois qu'on veut implémenter un nouveau cas d'utilisation. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans notre projet, on devrait être capable de revenir dans nos classes, leur ajouter des nouveaux attributs et en modifiant notre classe, ça devrait modifier automatiquement la structure de notre base de données. C'est pour ça que j'y vais comme ça, pour vous montrer que, en temps réel, si je me rends compte que, je dois rajouter quelque chose à ma base de données, donc je peux le rajouter à ma classe et le framework va générer la nouvelle relation ou le nouveau champ ou la nouvelle table. Pour que ça puisse être possible, il faut activer ce qu'on appelle
le Migration API. Donc, si vous reprenez l'exemple de la semaine dernière et que vous essayez de modifier un des attributs ou une des tables qu'on a créées et régénérer la base de données, ça va vous créer une erreur parce que les migrations ne sont pas activées. Donc, les migrations sont une des choses qu'on va apprendre à faire ensemble aujourd'hui. Ça va pour tout le monde? Parfait. Donc, pour l'instant, j'ai encore une classe MVC, une classe C# tout à fait standard. Elle n'a rien d'une classe entité. Elle devient une classe entité lorsque je l'intègre à l'intérieur d'une autre classe qui, elle, hérite de DBContext. Donc, c'est ce qu'on va faire sans plus tarder. Donc, je vais venir ici dans mes modèles encore une fois. Je vais créer une nouvelle classe et notre classe héritant de DBContext, le nom qu'on donne à la classe héritant de DBContext devient automatiquement le nom de notre base de données. Donc, moi, je vais appeler ça Bio Context. Ça va? Et pour nous rappeler qu'elle va hériter de DBContext. Et pour ceux qui ont fait du Link2SQL avec moi, et pour tous ceux qui normalement devraient avoir regardé les vidéos tutoriels de Link2SQL que je vous ai distribuées la semaine dernière, ben, vous avez réalisé qu'une classe Link2SQL hérite de DBContext. Donc, je vais ajouter ma classe et cette classe-ci, 2 points pour l'héritage, DBContext. On voit que Visual Studio n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le nom d'espace DBContext. La classe DBContext parce que le nom d'espace associé n'a pas été ajouté. En fait, le nom d'espace associé n'est même pas encore disponible parce qu'il n'est pas installé sur mon ordinateur. Donc, using, et je vais un peu vite pour cette section puisque c'est une révision en fait de ce qu'on a fait la semaine dernière. Using system.data. Et je vois ici les drivers standards qui sont installés en .NET et qui me permettent d'interagir avec la base de données. Donc, OLEDB, ça permet d'interagir par exemple avec Access. SQL et SQL Client, ça permet d'interagir avec des bases de données SQL Server Express et SQL. ODBC, ça permet d'interagir avec des bases de données Oracle, par exemple. Mais je n'ai pas ici de Entity, ça va, qui me permet d'utiliser le framework Entity. Donc, parce que ce n'est pas installé sur mon système. Donc, si on vient juste ici, on regarde les suggestions de Visual Studio, on voit qu'il nous suggère, il ne nous suggère pas, voilà, juste ici. Donc, install Entity Framework ou install Entity Framework Core. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est installer la dernière version du Entity Framework. Donc, ce qui est en train d'être fait. Et donc, une fois que c'est installé, on voit automatiquement que le namespace system.data.entity est ajouté, namespace dans lequel on trouve entre autres la classe DBContext, qui est le parent qui nous permet de scanner des classes C# et de générer notre base de données à partir de ces classes. Donc, je vais y aller rapidement ici. Donc, je vais rajouter une seule propriété pour l'instant. Ma propriété va être de type DB7. Donc, un DB7 est comme une collection d'objets. De quel type d'objet ici? D'objet livre. Et ma propriété va s'appeler livre ici au pluriel. Donc, à partir du moment où on déclare un DB7 d'un type en particulier à l'intérieur d'une classe héritant de DBContext, ben, cette classe, la classe livre, devient une classe entité. Ça va? C'est clair pour tout le monde jusque-là? Oui. Parfait.
Donc, je vais aller dans mon contrôleur maintenant et à l'intérieur de mon contrôleur, je vais utiliser un bloc qu'on a présenté la semaine dernière, le bloc using. À l'intérieur de ce bloc using, je vais déclarer un bibliocontexte que je vais appeler db égale new bibliocontexte. Voilà, comme ceci. On va ouvrir les accolades de notre bloc et la base de données est créée lorsqu'on fait usage de cet objet pour la première fois. Je sais que, donc, pour en faire usage, faisons quelque chose de simple, db. Et à l'intérieur, on voit déjà notre db7 de livre parce que c'est tout ce qui est à l'intérieur. Mais on voit déjà plusieurs autres méthodes. Save changes, par exemple, remove qui nous permet de delete un livre, find qui nous permet de faire une recherche par rapport à l'ID d'un livre, bref, add qui nous permet de faire une insertion. Donc, on en a plusieurs, on va les tester tout à l'heure. Mais moi, ce que je fais en général, juste pour créer ma base de données, ben, je fais quelque chose d'aussi simple que count. Ça va? Count, ça fait quoi? Ben, ça nous retourne un integer qui représente le nombre d'enregistrements dans notre base de données. Ça nous retourne un int, comme on vient de le voir. Mais je sais qu'il n'y a rien dans ma base de données. C'est juste pour utiliser mon DB context une première fois et donc créer ma base de données. Donc, on va créer une vue sans fichier de layout, sans modèle. Pourquoi? Mais parce qu'il nous faut une vue pour être capable d'exécuter notre application. Et je vais lancer mon application. Donc, ça ne devrait pas être trop long. Donc, j'attends quoi? J'attends de m'assurer que l'application a bel et bien été exécutée ici. Donc, voilà, on voit le nom du serveur, le numéro de port, le contrôleur qui a été appelé et l'action qui a été appelée dans ce contrôleur. Donc, à partir d'ici, je sais que ma base de données a été créée. Donc, si je ferme le tout, qu'elle a été créée sans erreur et que je vais regarder ici dans mon dossier AppData, il n'y a rien dans mon dossier AppData. Quand je vais regarder dans mon explorateur de serveur, ben, je n'ai rien dans mon explorateur de serveur. Donc, je vous ai donné le lien la semaine dernière, si je ne me trompe pas, d'un logiciel qui permettait d'administrer le serveur de base de données SQL Server qui est installé localement sur votre machine, qui s'est installé localement sur votre machine en même temps que Visual Studio. Donc, c'est Microsoft SQL Server Management Studio. Voilà que je vais ouvrir ici. Ça ne devrait pas être trop long. Et une fois qu'il va s'ouvrir, il va vous demander de vous connecter au serveur en utilisant mon nom de serveur. Et voici le nom de serveur juste ici, LocalDB MSSQL LocalDB, en fait, qui est SQL Server Express 12. Ça va, qui est le vrai nom, mais bon, sur votre machine, voici le nom de serveur correspondant. Et je vais encore une fois le mettre dans la fenêtre de chat, juste ici. Parfait. Pour ceux qui l'auraient oublié. Donc, je vais faire connect et je me connecte à l'instance de SQL Server. En fait, c'est version 13, comme on voit ici sur ma machine, qui est installée sur ma machine. Si je regarde les bases de données, regardez juste ici, Demo2 Entity, ça va, c'est ma base de données, point modèle, point bibliocontext. Donc, bibliocontext qui est ici est bel et bien le nom que j'ai donné à
ma classe héritante de DB Context. Donc, on vient de prouver que le nom de notre base de données va être le nom de notre classe qui hérite de DB Context. Et si je viens regarder la structure de cette base de données, elle a présentement une table, en fait deux tables, une table qui s'appelle Migration History, qui contient toutes les modifications qu'on va faire sur notre base de données au fur et à mesure qu'on va vouloir lui ajouter des relations, lui enlever des relations, lui rajouter des champs ou des tables. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait en Git, en fait, quand on veut versionner notre projet. Mais la base de données versionne la base, le serveur de base de données versionne notre base de données en mettant des informations dans cette table de migration. La table qui nous intéresse vraiment, c'est celle qui se trouve ici. Donc, mon prix, mon titre et l'ID. On voit que l'ID est bel et bien la clé primaire, que le titre est nul. Pourquoi? Parce qu'une string peut être nulle en point net. Le prix, qui est une valeur décimale, les valeurs décimales ne peuvent pas être nulles en point net. Donc, voici pourquoi c'est non nul. On va voir qu'on va pouvoir contrôler tout ça. La string, de la même façon, est un n varchar max. Donc, une string peut avoir 2 caractères comme 1000 caractères. Le serveur de base de données ne sait pas quelle est la taille de caractère minimum ou maximum que je veux, donc il me donne le maximum disponible. C'est un gaspillage de mémoire. Si moi, je sais qu'un titre de livre ne peut pas dépasser une centaine de caractères, j'aurais voulu avoir un n varchar ici 100 et l'avoir non nul. Tout livre doit avoir un titre. Donc, on va jongler ça avec ça tout à l'heure. Mais on voit notre base de données. On est capable, si on le veut, si je vais sur la base de données, faire une sélection des 100 premiers enregistrements. Évidemment, ici, on n'a rien du tout parce qu'on n'a encore rien inséré dans notre base de données. Et on peut aussi venir juste ici, sur notre base de données, demander la génération du diagramme de base de données, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les outils qu'on avait dans Visual Studio. Donc, je choisis la table livre, je fais Add et Close. Et voici ma table livre présentement. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui, oui. Oui, parfait. Donc, ce que je vais faire ici, je vais minimiser mon outil de gestion de base de données. Je vais ouvrir Visual Studio et allons effectuer des vraies requêtes. Donc, je vais faire quelques insertions, ça va, pour remontrer comment faire une insertion. Ensuite, on va faire quelques sélections, des sélections paramétrées. Ensuite, on va faire un update et on va faire un delete. Et ça montrera les opérations CRUD de base. C'est bon pour tous? Donc, je répète ici, je vais un peu rapidement parce que toute la première partie, ça va jusqu'à maintenant, c'est des choses qu'on a vues ensemble la semaine dernière. Parfait. Donc, allons-y. Je vais aller sur mon contrôleur. C'est mon contrôleur que je cherche. Et c'est bon. Donc, cette ligne-ci, elle était là juste pour nous permettre de générer ma base de données, comme vous l'avez sûrement compris. Donc, je vais la mettre en commentaire. Faisons des insertions. Donc, pour faire des insertions, donc, je vais y aller avec DB, qui est mon biblio contexte, point livre, parce qu'on veut insérer à l'intérieur de la table livre. Et pour insérer, on va utiliser la méthode add, qui, comme vous le voyez, attend en paramètre, qui, comme vous le voyez, ici. Donc, DB livre, point. Donc, qui est la propriété de notre classe, qui est une des propriétés de notre classe bibliocontexte. Sa méthode add attend quoi en paramètre? Attend un livre qu'on veut insérer dans la base de données. Donc, je vais faire add et ici new livre. Et en créant mon nouveau livre,
puisqu'on a utilisé le standard automatique de création, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ma classe livre, j'ai utilisé livre ID. Donc, ici, c'est ma clé primaire et elle est auto-increment. Je n'ai donc pas besoin de la spécifier lorsque je rajoute ici un nouveau livre. Donc, ce que je vais spécifier, c'est le prix et le titre, quoique le titre est permis comme étant une valeur nulle dans notre base de données, mais moi, je vais insérer un titre ici. Donc, je vais y aller avec titre. Donc, comme titre, allons-y avec vive le Entity Framework. Ah, c'est notre livre, suivi de quoi? Suivi de son prix. Donc, disons 100.6. Voilà. Donc, c'est le prix de notre livre et il n'est pas content. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Donc, pour différencier les doubles des décimales, il faut rajouter un petit préfixe à une valeur décimale. Pourquoi? Parce que les valeurs double et décimales sont toutes les deux des valeurs réelles avec une partie fractionnaire. Donc, voilà, si je me souviens bien, c'était L ou M. Voilà, M. M pour money. M minuscule ou M majuscule. Ça va? Tout le monde a compris ce qui vient de se passer? C'est bon? Parfait. Donc, je viens de créer un premier livre et puisqu'on veut faire des requêtes select par la suite, je vais rajouter plusieurs livres. Mohamed, la main, c'est parce que tu as compris ou c'est une question? Excusez-moi, monsieur, moi, j'ai pas compris. M, c'est pourquoi? Parfait, OK. Donc, je vais venir juste ici, en haut, pour répondre à la question. Et je crois que Mohamed, c'était la même question. Monsieur Mohamed Zbaï, vous avez la même question que votre camarade de classe Fatmé? Non, ou... ça va, c'est juste, j'ai un bug, désolé. Parfait, il n'y a pas de problème. Donc, je vais quand même expliquer pour tout le monde. Donc, si je crée ici un double, ça va? Double V égale 30.56, point virgule. Donc, on a une variable de type double. Maintenant, si je viens ici et je crée un décimal, D égale 45.68. Parfait. On voit que Visual Studio n'est pas content ici avec le décimal. Pourquoi? Parce que quand je regarde ceci, ben, qu'est-ce qui différencie le chiffre que j'ai écrit ici du chiffre que j'ai écrit ici, mis à part la valeur? Ce sont deux valeurs avec une partie réelle et avec une partie entière, excusez-moi, et une partie fractionnaire. Donc, entière et fractionnaire. Donc, même si j'ai déclaré que ceci est un décimal, ben, pour que mon compilateur sache que le nombre qui est ici doit être sauvegardé en mémoire avec une précision décimale et non une précision double, ben, il faut que je rajoute un petit m. Donc, quand j'ai un petit m, le compilateur sait que ben, ceci doit être sauvegardé sur plus de bytes en mémoire, sur plus de précision que ceci. Ça va, ça clarifie? Oui, merci, monsieur. Parfait. Donc, vive le, pardon, Entity Framework. Ensuite, la joie du C#. Plus de DBA. DBA en informatique, c'est pour Database Administrator. Donc, il y a beaucoup de développeurs qui croient que parce que le Entity Framework existe, ils n'auront plus jamais besoin d'apprendre le SQL ou ils n'auront plus jamais besoin d'avoir un administrateur de base de données puisque à partir de leur classe, ils peuvent créer automatiquement la base de données, les relations, etc., etc., ce qui est totalement faux. Donc, on peut aller très loin avec le Entity Framework
comme programmeur, mais un administrateur de base de données est et sera toujours nécessaire puisqu'ils ont vraiment des compétences plus poussées en base de données, questions administration, backup, sécurité. Ils ont des compétences plus poussées que les programmeurs analystes. Donc, on va juste changer le prix, disons 50,70 et notre 70, 70M et notre dernier titre, le MVC pour les nuls. Donc, allons-y avec 89 et 99. Parfait. Donc, j'ai mes 3 livres ici que j'ai rajoutés au DB7 de livres de ma classe bibliocontexte. Et maintenant, j'aimerais que la classe bibliocontexte mette à jour la base de données à partir des informations qu'il y a dans son DB7 de livres. Donc, comment je vais faire ça? DB. Ici, save changes, tout simplement. Donc, si on sauvegarde le tout et qu'on exécute encore une fois notre application, voilà, et qu'on retourne voir dans SQL Server SQL Server Management Studio l'état de notre base de données, ben, on va constater que des nouveaux enregistrements y ont été insérés. Donc, je vais fermer mon application et aller voir dans SQL Server Management Studio. On va tout simplement qu'est-ce que j'ai fait? Management Studio, Save Change, non. On va tout simplement venir ici sur notre table livre et relancer notre requête. Voilà, on a maintenant nos 3 enregistrements qui ont été insérés. Parfait pour tout le monde? Good? Oui. Parfait. Donc, select, c'est fait. Faisons rapidement une insertion, c'est fait. Donc, faisons rapidement quelques sélections en gardant en tête que les informations que j'ai insérées ici, ben, je les ai tapées de manière statique. Mais on sait tous à ce stade-ci de la session comment créer une action qui reçoit de l'information d'une vue par get ou par post. Donc, cette information ou ces informations qu'on aurait reçues par get ou par post auraient servi à venir initialer notre livre ici. Ça va? On a aussi montré, je crois, la semaine dernière, comment à partir de notre classe entité, on peut créer une vue, on peut créer une image vaut 1000 mots, parce que je me perds dans mon vocabulaire. Donc, on a vu comment on aurait pu venir ici, ajouter quoi? Ajouter un nouveau contrôleur, mais un nouveau contrôleur basé sur une classe entité. Et si on choisit cette option en spécifiant notre classe entité, ben, les vues ainsi que tout le code nécessaire pour créer, récupérer, modifier et effacer les objets qui se trouvent dans notre classe entité vont être générés. Donc, parfait. L'insertion est faite. Travaillons maintenant sur la sélection. Donc, je vais mettre ceci en commentaire puisque je ne veux pas réinsérer à nouveau dans ma base de données. Je veux plutôt faire des sélections. Donc, si je voulais sélectionner absolument tous les livres qui se trouvent dans ma base de données, donc, et je crois que la semaine dernière, j'ai montré comment le faire directement avec la syntaxe entity et avec la syntaxe link to SQL. C'est bien ça? Oui, non, peut-être?
Donc, oui, c'est bon. Donc, je vais me concentrer sur le entity tout simplement cette semaine-ci. Ça va? Donc, moi, je sais que je veux récupérer quelque chose. Je vais dire L pour liste de livres égale. Donc, db.livre, parce qu'on veut questionner la table livre. Si je fais db.livre tout simplement, on voit que ça me retourne un db7 de livre. Et dans mon db7 de livre, si on regarde bien, j'ai get et set. Donc, c'est le getter que je suis en train d'appeler. Ça devrait me retourner tout mon db7 de livre, donc tous les livres, sans exception, de la table livre. C'est l'équivalent de faire un select étoile from livre. Et ici, moi, j'aimerais convertir ce qui va m'être retourné en une, en une liste. Ça va? Une liste, ben évidemment, une liste de livres. Donc, si je regarde maintenant ce qui est fait, ben effectivement, je vais avoir une liste de livres qui va m'être retournée ici. Le mot-clé var, on l'a expliqué la semaine dernière, ce n'est pas qu'on est dans un langage non typé, on est toujours dans un langage typé, qui est le C#, mais ce que le mot-clé var fait, c'est qu'il analyse ce côté-ci et détermine quel est le type de retour de cette expression et va effectuer un cast sur cette variable. Donc, puisqu'on me retourne une liste de livres, ben, elle devient une liste de livres. Ce qui fait que si plus tard, je prends la valeur LL et j'essaie de mettre une valeur différente d'une liste de livres, ben, le compilateur va refuser. Donc, allons-y, testons cette requête. Donc, je vais mettre un point d'arrêt juste ici et je vais relancer notre application. Pendant que ça tourne, réalisons que nous avons bel et bien 1, 2, 3 livres dans la base de données. Excusez-moi, c'est allé plus vite que je pensais. Donc, nous avons bel et bien 3 livres dans la base de données avec leur prix, leur ID qui ont été générés automatiquement et leur titre. Donc, si on va voir à l'intérieur de Visual Studio, donc, je vais même y aller dans la fenêtre espion. Ça va être plus intéressant, je crois, pour nous. Donc, Add Watch. Voilà. On va exécuter la ligne. Parfait. Donc, on voit que notre liste a 3 éléments, ce qui est bon signe, et que l'élément 1 a les mêmes informations que la base de données. L'élément 2, donc celui à la case avec l'indice 1, a les mêmes informations que dans la base de données. Et l'élément 3, donc avec l'indice 2, a les mêmes informations que dans la base de données. Ça va pour tout le monde? Donc, un select étoile from livre ben, se fait comme ceci, tout simplement. Et évidemment, je pourrais prendre cette liste et la passer en paramètre ici à ReturnView pour la recevoir comme modèle dans mon fichier .cshtml et afficher tous les livres dans mon interface usagée. Ce qu'on a déjà vu comment faire là depuis déjà plusieurs semaines. Ça va? Super. Donc, maintenant, si je voulais y aller avec des requêtes... Excusez-moi. Oui. J'ai vu que quand vous avez déclaré var L égale début.livre.toList, ça pour donner une liste. Et j'ai vu qu'il y a une possibilité de array. Est-ce qu'il y a une différence entre toList et toArray? Effectivement, il y a une différence entre les deux. Array. Est-ce qu'on peut récupérer l'élément information avec un array? Point to array? Qu'est-ce qui nous empêche? L'option est là, donc elle est disponible. Mais la différence, elle est la suivante. Si tu récupères avec une liste, ça veut dire que la liste qui est ici, ça va, qui contient présentement les livres qui sont dans la base de données, je peux faire ll.add parce que dans une liste, on peut rajouter des éléments. Et je peux venir ici ajouter
peux venir ici ajouter un new livre. Ça va? Je peux venir rajouter au livre que j'ai récupéré de la base de données, à la liste de livres que j'ai récupéré de la base de données, un nouveau livre qui, lui, n'était pas dans la base de données pour me faire une liste complète. Ça va? Alors que si tu fais toArray, ça va te retourner un tableau des livres qui se trouvaient dans la base de données, mais un tableau a un nombre de cases fixes. Tu ne pourras rien rajouter dedans et rien enlever. C'est ça la différence. Donc, voilà pourquoi on peut retourner un tableau, mais en général, on va préférer retourner une liste. Ça répond à ta question? Oui, oui. Parfait. Il y a LZR qui avait une question aussi. Oui, monsieur, je voudrais savoir, est-ce que dans la récupération des livres de la base de données, on peut sélectionner, récupérer uniquement un champ? Oui, on peut récupérer uniquement un champ. Ça, je l'ai démontré, je crois, dans les tutoriels sur le Link2SQL, où on peut spécifier quels sont les champs qu'on veut récupérer. Mais donne-moi quelques secondes ici. En fait, je vais faire des requêtes paramétrées dans quelques secondes. OK. Mais la pratique, en fait, en Entity Framework est de ne pas nécessairement récupérer seulement un champ, mais de récupérer tout l'objet et avec les getters, on peut aller chercher par la suite le champ spécifique de cet objet qui nous intéresse. C'est bon? Oui, parce que j'ai remarqué que la difficulté avec le MTT, c'était que en fait, je n'ai pas pu récupérer un champ spécifique. Et je voudrais savoir quelle est la manipulation qu'il faut avec le entity pour récupérer un champ. Mais c'est ce que je viens de dire. Pour faire des requêtes en entity, on a la syntaxe entity de base, mais on a aussi la syntaxe link. Le entity utilise le link. Et dans les démos de link, j'ai montré comment récupérer un seul champ ou deux champs parmi 5 ou tout un objet. Ça va? Donc, c'est la même syntaxe ici. Ça va? Ça répond à la question? Oui, merci. Parfait. Aboubakar. Oui. Ta main est toujours levée, donc je présume que tu as toujours une question. J'ai oublié le... Pas de problème. Parfait. Donc, je vais mettre cette ligne en commentaire et je vais créer une nouvelle requête, encore une fois. Donc, disons que cette fois-ci, je ne veux pas récupérer tous les livres. Je veux récupérer un livre en particulier. Ça va? Donc, si je regarde la base de données, moi ici, j'ai mis livre ID. Disons que l'ID, c'est l'ISBN du livre. Ça va? Donc, je veux récupérer le livre avec l'ID 2, par exemple. Donc, je vais venir ici. Moi, je sais que c'est un livre que je veux. Donc, je vais faire directement livre. Donc, livre L1 pour livre 1 égale db.livre.find. Et on voit que find, ben, ça me demande quoi? Un tableau et c'est écrit key value. Donc, je peux passer un tableau d'integer en réalité. Chaque integer dans mon tableau est l'ID d'un des enregistrements que je veux récupérer. Ici, je ne veux pas passer un tableau d'objets, je veux passer un seul objet, je vais taper 2. Donc, mon 2 ici, c'est quoi? C'est l'ID de l'enregistrement que je veux récupérer. Ça va? Donc, regardons dans la base de données, on veut récupérer ceci. Donc, à partir de l'ID, je vais récupérer l'ID, le titre et le prix. Donc, relançons notre application. Donc, cet ID-là, encore une fois, on aurait pu le récupérer par un get ou par un post dans l'interface usager. Une autre technique, si j'affiche dans un formulaire tous les livres de ma base de données, dans un tableau, par exemple. Donc, je mets le titre, je mets le prix, je mets le nom de l'auteur, la description. La pratique en web veut qu'on rajoute aussi dans notre page web, dans une balise de type input type hidden, veut qu'on rajoute l'ID. Donc, elle n'est pas visible à l'écran, mais qu'on va soumettre le formulaire.
l'ID va être soumis aussi. Et on peut se servir de cet ID et de la méthode find pour récupérer les informations du livre qui nous intéresse ou de l'article qui nous intéresse. Donc, je vais mettre mon point d'arrêt ici. Je vais relancer mon application. J'aurai une question après. Oui. Parfait. Donc, on est juste ici et allons encore une fois voir la joie du C# 50.70 et ID 2. Donc, si j'exécute ma fameuse ligne, parfait, et que je viens voir, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et que je viens voir mon objet livre, parfait. Donc, on voit bien que c'est 2, le prix et la joie du C#. Mohamed, tu avais une question? Ouais, excuse. C'est au niveau de point find. Ça check uniquement les IT ou bien même les autres. C'est les ID. Donc, que les ID. Donc, find, c'est fait spécifiquement pour récupérer par rapport à l'ID parce que c'est quelque chose qu'on fait de manière fréquente en base de données. Récupérer un élément par rapport à son ID. Donc, ils nous ont fourni une méthode qui ne fait que ça. C'est bon? Ok, je vois. Parfait. Oui, on rajoute donc, non, si tu permets. Oui. En complément à la question de Mohamed, find, quand tu as fait les options de find, elle prend comme paramètre key value, c'est ça? Donc, c'est les noms des attributs de notre classe, non? Donc, pas forcément oui, si on veut. Oui. Donc, elle peut prendre le titre. Non, c'est sûr. Non? Mais oui, elle peut prendre, ça peut nous permettre de faire une requête paramètre. Donc, si je passe par exemple le titre, le prix, etc., elle va chercher dans la base de données un élément qui match ces différents critères. Donc, c'est comme faire un select titre, virgule, prix, from livre. Le problème, c'est que si le titre que tu écris n'est pas un titre unique, ça va? J'ai écrit par exemple La joie du C#. Il pourrait avoir un autre livre qui est, tu comprends, s'il y a 2 livres qui ont les mêmes champs ou le même texte dans les mêmes champs, ça peut devenir difficile pour le framework de déterminer exactement ce que tu cherches. C'est pour ça que je n'utiliserai pas find pour faire requête paramétrée sur plusieurs champs. Je vais plutôt utiliser where pour arriver à ce résultat-là, pour être sûr de ne pas avoir de bug ou de ne pas tomber entre deux. Ça va? Donc, si j'ai bien compris, donc, on peut l'utiliser, mais c'est le résultat qui pourrait être faux vu qu'on a plusieurs titres, par exemple, ou plusieurs livres au même titre, ou je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça? Exactement, exactement. Donnez-moi juste 2 secondes, je vais changer d'écouteur puisque les miens sont déchargés. Le micro est fermé. C'est bon. Okay. On m'entend? Parfait. Donc, continuons. Donc, je vais stopper l'exécution ici et je vais enlever mon point d'arrêt. Je vais mettre ma ligne en commentaire pour la laisser là comme référence et faisons une requête un peu plus poussée. Donc, faisons un select un peu plus poussé. Oui. Désolée, pour la ligne 27, à la place d'objet livre, est-ce qu'on peut utiliser var encore pour LL?
Mais pourquoi on pourrait utiliser var, ça va? Sauf que utiliser var ici serait entre guillemets une perte de temps parce que je veux trouver l'élément qui a l'ID 2 dans la table des livres. Donc, je sais que ça va me retourner un livre. Ça Oui. va? Ok, oui, Ça ça. va? Et regarde, si on regarde ici, find va me retourner un livre. Donc, et L1 est un livre parce que j'ai défini que c'est un livre. Si je mets var, ben oui, le framework va le trouver pour moi. Ça va trouver que c'est un livre. Parce que var teste toujours ce qu'il y a de ce côté-ci. En fait, je ne veux pas que vous pouvez, et ça marche, mais je ne veux pas que vous utilisiez var par paresse. Ça va? Moi, var, je l'utilise quand mon type de retour devient très, très grand. Imaginez que je fais une requête sur, je ne sais pas moi, une table qui s'appelle livre détail, par exemple, et je veux récupérer les détails de livres, de tous les livres dans ma base de données. Donc, ça va me retourner un iQueryable, livre, détail. Ça devient long à écrire. Donc, au lieu d'écrire tout ça, je vais écrire var. Mais je sais quand même qu'est-ce qui va m'être retourné. Je ne veux pas que vous écriviez var parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va vous être retourné et vous savez que Visual Studio va le trouver automatiquement pour vous. Ça va? C'est clair? Oui, merci beaucoup. Parfait. Donc, je vais remettre ceci comme ça. Donc, faisons une requête un peu plus poussée. Si je regarde dans ma base de données, bon, je vois qu'on a une certaine plage de prix. Disons que moi, je voudrais seulement les livres pour lesquels le prix est supérieur à 80 $. Ça va? Donc, ça devrait me retourner ce livre-ci et ce livre-là. Ça va? C'est bon? Donc, allons-y. Donc, ici, je mets var, mais ce que ça va me retourner, var liste de livres 2, mais ça devrait me retourner un iQueryable, normalement. Donc, allons-y, db.livre toujours, .where, et regardez, iQueryable livre. Ça va? Donc, au lieu d'écrire iQueryable livre, qui peut être un peu long, je mets var, et automatiquement, LL2, ma variable, va être de type iQueryable livre. Donc, where, allons-y, et on va utiliser les expressions lambda. Donc, je vais écrire L pour livre égale plus petit, ou L point. Et donc, moi, je vais y aller par rapport au prix, mais c'est du C#. Donc, je peux faire le prix doit avoir telle valeur et le titre doit contenir telle string. Donc, on va même le faire par la suite. Donc, où le prix est plus grand que... J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit 80, si je ne me trompe pas. Parfait. Donc, voilà ma requête. J'aimerais qu'on me retourne tous les livres dont le prix est plus grand que 80 $. Et ça, c'est si je veux faire ma requête en entity. Si je voulais faire ma requête en link to SQL, donc, je peux aussi utiliser le mot-clé var en link to SQL. Disons res pour résultat égale from tiens, B pour book, in db.livre. Qu'est-ce que je veux faire? Where b.prix est plus grand que 80, encore une fois, select B. Virgule. Ça va? Donc, cette requête et cette requête font exactement la même chose. Mais ici, c'est en link to SQL et ici, c'est avec le Entity Framework qui, en dessous, pour moi, exécute exactement un code similaire à celui-ci. Et si je regarde mon type de retour, iQueryable livre, je regarde mon type de retour, iQueryable livre. Ça va?
Donc, le résultat final est le même. Mais évidemment, vous comprendrez qu'en entreprise, depuis que le entity existe, on va préférer utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'on gaspille moins de calories. Ça va, c'est moins long à écrire que ceci. Pour répondre à la question de Magloire tout à l'heure, Oui. donc, je pourrais venir faire ceci. Ceci. Donc, attends une seconde. Select new. Puis, on va venir donner nos accolades ici. Je vais mettre mon point-virgule. Et là-dedans, je veux quoi? Disons qu'on veut juste l'ID et le titre. D'accord? Juste le titre. Juste le titre? Pas de problème. Donc, T égale T égale B, qui est ton livre, point titre. Ça va? Donc, ça ici, ça ferait quoi? Pour tous les livres dont le prix est plus grand que 80 $, ben, ça te créerait ici, et quand on regarde, on voit que le type a changé. iQueryable A, ça a généré un nouveau type de données pour nous, ça va? Et regarde ce que ça écrit. A is a new string, qui s'appelle T, parce que moi, j'ai décidé que ben, le résultat que j'allais avoir ici, ça allait être un iQueryable ça devient un iQueryable de string. Et chaque string ben, va contenir quoi? Le titre du livre que tu recherchais. N'oublie pas qu'on a le titre, on a l'ID et le prix. Si je voulais le titre et l'ID, donc je rajouterais ici I par exemple égale B.livre ID. Et maintenant, si je regarde mon type de retour, ben, j'aurai quoi? Dans chaque case de mon iQueryable, j'aurai un objet qui contiendrait un attribut public T qui serait le titre et un attribut public int qui serait l'ID. Ça va? Super, monsieur. Parfait. D'ailleurs, on va le laisser là et on va l'exécuter. Donc, je vais garder le titre tout simplement comme tu voulais. Et en passant, on est en mesure d'arriver au même résultat en ligne to SQL ici parce que on a d'autres options ici. Ça va pour aller préciser les champs qui nous intéressent. Mais bon, tous les chemins mènent à Rome, là, mais au lieu d'apprendre 50 syntaxes différents, ben, apprenons-en 2, 3 pour réaliser toutes les opérations CRUD et à partir de là, vous pouvez tout faire. Donc, n'oubliez pas que le Entity Framework, en réalité, on pourrait passer 2 ans juste sur le Entity Framework tellement c'est gros. Donc, je vais vous donner les outils pour que vous ne soyez pas analphabète dans la technologie, pour que vous soyez capable de vous défendre en entrevue, mais il faut être conscient que ben, on ne deviendra pas des experts en Entity Framework. On va devenir des utilisateurs intermédiaires et si ça vous intéresse, vous pourrez pousser plus en profondeur. Donc, ce que je vais faire ici, donnez-moi juste quelques secondes. Donc, je vais déclarer une liste. Non, allons-y comme ça. Donc, je vais mettre ça ici et je vais lancer. Vous savez quoi? Faisons-le en 2 temps, si vous permettez. Donc, je vais d'abord prouver que ces 2 requêtes retournent la même chose. Ça va? Donc, on va d'abord, je vais mettre ici tout simplement select B pour commencer et je vais mettre ceci en commentaire. Ça va? Donc, on va prouver que cette requête-ci et cette requête-ci sont équivalentes. Ça va pour tout le monde? Oui, Et ensuite, on va exécuter celle-ci. Et il y avait une petite erreur ici.
on va faire un point to list, parce qu'on veut une liste. Parfait. Et ici, si je ne me trompe pas, je peux faire un point to list. Voilà. Donc, je vais mettre mon point d'arrêt. Et relançons. Donc, parfait. Donc, ici, je vais mettre LL2. C'est bon. Et ici, je vais rajouter mon fameux res. Res qui, on le voit, bon, est nul pour l'instant. Okay. Donc, allons-y. Donc, notre premier, parfait, on a deux éléments, ce à quoi on s'attendait, nos deux livres, ici donc de 160 et ici de 89 et 99, donc ils sont tous les deux plus élevés que 80 $. Et ici, encore deux éléments, et évidemment, les mêmes deux éléments, donc 160 et, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Et 89 et 99. Donc maintenant, je vais faire une petite variante. Donc, je vais mettre cette ligne-ci en commentaire, puisqu'on a prouvé que cette ligne-ci et cette ligne-ci sont équivalentes. Et maintenant, moi, ce n'est pas tout l'objet qui m'intéresse, c'est tout simplement certaines informations de l'objet qui m'intéressent. Donc, je vais y aller comme ceci. Et on va exécuter cette ligne-ci qui nous retourne un tableau de, vous savez, laissons-le en liste encore une fois. Je crois que ça va être plus intéressant pour nous. Ici, point to list. Parfait. Donc, je vais exécuter le tout. Ensuite, on va faire rapidement le insert, et on va prendre la pause. Donc, je vais me débarrasser de ceci, on n'en a plus besoin. Donc, on va exécuter. Parfait. Et on se retrouve encore avec deux éléments, mais cette fois-ci, donc, voilà, j'ai mon titre qui va être disponible sous T dans la première case et j'ai mon titre qui va être disponible sous T dans la deuxième case. Ça va? Et qu'est-ce que je veux dire par première case et deuxième case? Donc, je vais rajouter un deuxième attribut pour vous aider à comprendre. Donc, ici, je vais mettre virgule et je vais mettre I, comme je voulais tout à l'heure, égale B. l'ID du livre. Et ici, je vais écrire, donc, disons int int r égale res, qui va être une liste. Une liste, je peux aller chercher une liste. Ouais. Donc, à l'indice 0, point, et je vais avoir accès à quoi? À I et à T. Tout le monde comprend l'idée? C'est bon, Magloire, je pense que ça répond. Oui, c'est un peu plus. Oui, c'est ça. Parfait, super. Donc, c'est réglé pour les sélections. Vous savez quoi? Je vais peut-être en faire une dernière. Ah, j'aurais pas dû effacer. OK. Donc, OK. Ce que je vais faire, je vais prendre ceci parce que j'aimerais vous donner ce code-là par la suite. Donc, je vais mettre 1
et je vais nous débarrasser de ceci. Ça va? Donc, cette requête-ci fait exactement la même chose que celle-ci et on a créé une petite variation ici pour répondre à la question de LZR. Donc, je vais toutes les mettre en commentaire et je vais en faire une autre ici, juste pour montrer qu'on peut faire des requêtes paramétrées assez complexes. Donc, je veux ceci, ça va, et je veux aussi m'assurer que dans les livres qui coûtent plus cher que 85 $, que 80 $, j'ai EF, ça va, à l'intérieur de ma string. L'équivalent de faire une requête dans laquelle vous aurez le mot-clé like. Ça va? Donc, et je veux que L point titre point contains quoi doit recevoir une string et ma string va être EF. C'est EF que je recherche. Tout le monde comprend l'idée de la requête ici? Donc, c'est comme faire un select étoile from livre where prix plus grand que 80 and title like et puis là on met des pourcentages et puis on met EF. Ça va? Donc, il faut bien connaître le SQL pour être capable d'écrire cette requête. Alors qu'ici, en C#, ça devient quand même relativement intuitif. Donc, allons-y, relançons, et ensuite, on passe au update et au delete. Donc, allons-y, on donne un coup. Parfait. Et donc, voilà, j'ai un seul élément. Quel élément? Ben, l'élément auquel on s'attendait. C'est pas magnifique? Est-ce que vous pouvez pour autant oublier vos cours de base de données? Non, puisque vous n'allez pas nécessairement travailler seulement en .NET. Et même si vous travaillez en .NET, ça ne veut pas dire que la compagnie où vous allez travailler ou les projets sur lesquels vous allez travailler vont toujours supporter le Entity Framework. Si vous devez faire de la maintenance sur une application qui a été écrite il y a quelques années, ben, il est fort probable que vous deviez travailler en Link2SQL ou même encore en ADO.NET. Mais mon travail est de vous montrer toute la chaîne de possibilités. Ça va pour tout le monde pour mes insertions et pour mes sélections? Parfait. Donc, je vais mettre cette ligne en commentaire aussi. Voilà, commentons là. Et pour faire un update, ce qui est important de réaliser, c'est que dès que je récupère un objet basé sur une classe entité, cet objet-là est lié directement à l'enregistrement correspondant de la base de données. Donc, si j'utilise les 7 de mon objet pour modifier ces et je resoumets les changements à ma classe héritant de DBContext, automatiquement, les changements sont effectués sur ma base de données. Donc, une image vaut 1000 mots. Ce que je vais faire, je vais reprendre notre élément ici, qui avait l'ID 2. Ça va? Donc, on va d'abord récupérer notre élément avec l'ID 2 et rappelons-nous, cet élément a présentement comme titre la joie du C# et un prix de 57 et 70. Modifions son prix. Donc, après avoir récupéré mon objet, ce que je vais faire L1, le nom de mon objet, point, j'ai accès à ces getters et ces setters, je vais prendre le prix et mettons-le
taux à 100 $. Parfait. Ou 100,99 $. Parfait. Et ici, ben, on n'est toujours pas content parce que ça me prend un décimal et non un double. Et je répète, le M minuscule et le M majuscule marchent bien l'un comme l'autre. Une fois que c'est fait, je dois resoumettre les changements à la base de données. Donc, db.savechanges, encore une fois. Et donc, si j'exécute ce code, mettons le... Bon, exécutons le code une fois. On sait que ça nous permet de récupérer le livre. On l'a déjà prouvé plus haut. On sait qu'un getter nous permet de modifier un attribut du livre. Et on sait que savechanges nous permet de répercuter les changements sur la base de données comme un commit. Donc, avant le lancement, regardez. Donc, on va même faire un petit refresh. Parfait. Je vais fermer ceci. Je vais rouvrir ma base de données, ma table. Voilà. Régénérer. Je dis qu'on ferme ceci. Donc, régénérer mes enregistrements. Parfait. Ça va. Donc, on prouve que pour l'instant, c'est bien ceci qu'on a comme information. Donc, je vais fermer. Je vais relancer mon application. Ah, il me reste un point d'arrêt, pardon. Je ne m'étais pas rendu compte. OK. Donc, normalement, c'est terminé. Donc, je vais fermer l'application. Je vais retourner dans mon serveur de base de données. Je vais refresh encore une fois. Je vais réouvrir ma table. Et voilà, on voit que notre prix a bel et bien été modifié. Ça va? Donc, plus besoin de faire des update, table, set, le nom du champ égale la nouvelle valeur. On a tout simplement qu'à récupérer l'objet qui nous intéresse ou les objets qui nous intéressent. Ça va si on veut plusieurs objets comme ceci ou cela. Et en utilisant leur setter, on est en même de venir leur donner de nouvelles valeurs. Par contre, ces valeurs ne sont mises à jour dans la base de données que lorsque on appelle save changes sur la base de données. Ça va pour tout le monde? Oui? Vous m'entendez? C'est juste par rapport, contrairement à d'autres programmes, et quand on fait un update, quand on récupère l'objet, on est obligé de recharger les anciennes valeurs. Alors que là, on a changé que le prix et l'objet, il a gardé quand même l'ID et le titre, non? Oui, parce que je n'ai pas voulu changer l'ID et le titre. Et dans d'autres programmes, on est obligé de les recharger avec les anciennes valeurs aussi. Mais sinon, oui, mais c'est ce qu'on a fait ici aussi. Si tu regardes à la ligne 41, c'est l'objet complet que tu as rechargé avec ses anciennes valeurs. Quand tu fais Save Changes, mon objet qui est ici L1, ben, il a l'ID que j'ai récupéré ici et il a le titre que j'ai récupéré ici. Et quand je fais Save Changes, donc je resoumets l'objet au complet avec le même ID, avec le même titre, c'est juste son prix qui est vérifié. Donc, il n'y a aucune différence. Oui, merci. Ça va? Oui, parfait, merci. Parfait. Donc, et pour effacer, ce que je vais faire, je vais mettre ceci, je vais le copier, je vais le mettre en commentaire, je vais le replacer. Pourquoi? Parce que pour effacer quelque chose, ben, il faut d'abord le récupérer. Donc, moi, ce que je vais faire, regardez bien, ça va être db, oups, db.livre.remove.
Et remove, on veut en paramètre l'objet qu'on doit enlever de la base de données. Donc, remove, et je vais passer quoi? L1. Donc, une fois qu'on a exécuté cette ligne, ça enlève l'objet L1 de mon DB7 de livre, et lorsque je soumets les changements à la base de données, ça va donc aller se débarrasser de cet enregistrement dans la base de données. Donc, je vous rappelle que pour l'instant, voici notre état. On a ce livre ici dont on veut se débarrasser. Donc, allons-y. Si j'enlève le point d'arrêt cette fois-ci et que je lance l'application. Parfait. Je referme le tout. Je vais dans mon outil de gestion. Régénérons. Et voilà, on voit que le deuxième item a bel et bien disparu. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait? Parfait. Donc, désolé. Pardon? Un peu parce que j'avais une petite mauvaise de connexion. Oui. On disait que c'était, tu parles sur remove, c'est ça? Oui, à ce niveau-là, si tu as un problème de connexion, Mohamed, c'est enregistré. Donc, tu pourras le revoir par la suite. C'est bon? Ah, c'est une bonne nouvelle, merci. Mais juste rapidement, je vais remonter le code. Je vais remontrer le code. Je ne vais pas le réexécuter. Je vais juste répondre à la question de Mohamed d'abord. Donc, on a récupéré le livre et on l'a passé en paramètre à la méthode remove et on a demandé de répercuter les changements sur la base de données. C'est aussi simple que ça, faire un delete. Ça va, Mohamed? Ok, une petite question au niveau de find. On peut même utiliser where pour une condition, c'est comme tu dis, direct from une table where, c'est Oui, ça? et ça a déjà été démontré. Ouais, c'est ça. Juste ici, La ligne 39. juste ici et juste ici. C'est bon? Ok. Ouais, c'est bon, merci. Parfait. Aboubacar? Ah non, c'est correct, c'est correct. C'est correct? OK. Donc, ce que je vais faire ici, donc, on a montré comment faire des insertions, comment faire des sélections, comment faire des updates et comment faire des deletes. Donc, ça couvre nos opérations CRUD. On a remontré aussi le fait que pour être capable de créer une classe entité, il fallait une classe C# standard et il fallait créer une classe héritant de DB context et c'est seulement lorsque on déclarait comme DB7 une classe C# standard qu'elle devenait une classe entité. On a spécifié aussi que le nom de notre classe héritant de DB context devient automatiquement le nom de notre base de données et que c'était lors de la première utilisation, ici, je l'ai effacé, oui, je l'ai effacé, mais que c'était lors de la première utilisation de notre base, de notre classe héritant de DB context que la base de données était créée. Et habituellement, moi, ce que je fais, excusez-moi, je fais tout simplement db. Le nom d'une table .count, donc qui me permet de compter les éléments qui sont dans ma table, qui sont habituellement nuls quand je commence, 0 quand je commence parce que je n'ai rien inséré. Ça va? Donc, sur ça, on va prendre une première pause. Il est 44. Donc, revenons à 10 heures, s'il vous plaît. Et à 10 heures, on va voir comment activer ce qu'on appelle les Migration API pour nous permettre de modifier nos classes et de créer des relations dans la base de données. Pourquoi ça va être nécessaire? Ben, regardez bien. Si je décide, et on va finir là-dessus, l'application va bugger, mais c'est normal. Elle va bugger pourquoi? Parce que je vais modifier ma classe livre et en modifiant ma classe livre, quand je vais essayer de régénérer la base de données, le framework va me dire, écoute, la classe entité que tu me présentes me demande de créer une base de données qui est différente
de la structure de la base de données qui existe présentement, il est possible que je perde des données et je ne veux pas. Donc, je refuse. Pour que ce soit accepté, il faut permettre ce qu'on appelle les migrations. Donc, permettre à la base de données de changer de version et lui permettre aussi d'accepter les pertes de données, puisqu'on est en mode développement. Donc, juste ici comme exemple, donc je vais rajouter prop ici. Donc, prop, disons que prop, c'est une string et ça représente quoi? La description. Ça va? Donc, je sauvegarde et donc, moi, ce à quoi je m'attends, c'est que ma base de données soit régénérée, qu'elle soit régénérée avec un champ description. Donc, si je lance l'application, bon, on va être tristement déçu, on va avoir un magnifique message d'erreur. Et ce magnifique message d'erreur va clôturer cette démo et va être l'ouverture de notre prochaine démo. Donc, regardez bien. The model backing the bibliocontext, donc le modèle, on parle de la base de données actuelle, has changed since the database was created. Donc, le diagramme, les classes qu'on a présentement dans notre biblio contexte qui servent à générer la base de données, leur structure a changé et ne respecte donc plus la structure de la base de données. Consider using code-first migration to update the database. Donc, activer les migrations pour permettre que les changements de vos classes puissent modifier la structure de la base de données. Ça va? Donc, c'est ce qu'on va faire en revenant de la pause. Une fois que les migrations seront activées, on pourra modifier la structure de notre base de données et donc voir aussi comment lui rajouter des relations entre la table livre et les tables supplémentaires que nous allons créer. Ça va pour tout le monde?